Sortez d'ici tout de suite, vous me faites honte. Je ne veux plus jamais vous voir devant ma porte. » Voilà les derniers mots que j'ai entendus, avant que la porte monumentale en chêne massif ne se referme sur mon visage, me laissant seule sur le trottoir glacé de ce quartier chic de Paris. Moi qui pensais que le sang était plus épais que l'eau, je venais de comprendre que pour mon propre fils, le sang n'était rien face au velours d'un tapis de luxe. Ils ne savaient pas dans leur arrogance que sous mes vêtements brûlés et ma peau noircie par la suie, je portais un secret capable de raser leur petit empire de pacotille. Ils pensaient m'avoir jeté comme un vieux déchet, mais ils ignoraient qu'un simple petit objet caché au fond de mon sac allait transformer leur soirée de gala en un véritable champ de ruines dès demain matin. Tout avait commencé quelques heures plus tôt dans le silence de la nuit à la campagne. Je dormais d'un sommeil léger, celui des gens qui ont passé leur vie à veiller sur les autres, quand une odeur âcre m'a tiré de mes rêves. Ce n'était pas l'odeur du bois qui craque dans la cheminée en hiver, non. C'était l'odeur de la faim. En ouvrant les yeux, j'ai vu les flammes danser sur les rideaux de ma chambre. Ces rideaux en dentelle que j'avais brodés moi-même il y a 30 ans. Ma maison, mon refuge, l'endroit où j'avais élevé Bastien, mon fils unique, était en train de devenir un brasier géant. Je n'ai eu que quelques secondes pour réagir. La chaleur était déjà insupportable. Une main invisible qui me pressait la poitrine. Je n'ai pas cherché mes bijoux, je n'ai pas cherché mes papiers. Mes mains tremblantes n'ont attrapé qu'une seule chose, sur la table de nuit mon vieux sac à main usé, et ce petit boîtier en argent que je ne quittais jamais. Je suis sortie pieds nus sur l'herbe givrée, regardant 40 ans de souvenirs, s'envoler en étincelles vers le ciel noir de Normandie. Je suis restée là hébétée à regarder les pompiers lutter contre l'enfer. Quand le soleil s'est levé, il ne restait plus que des murs calcinés et une fumée grise qui montait vers les nuages. Je n'avais plus rien. Plus de lit, plus de photos, plus de vêtements à part cette robe de nuit déchirée et un vieux manteau que le voisin Monsieur Roux m'avait jeté sur les épaules. Mais dans mon malheur, j'avais une certitude, une seule pensée qui me tenait debout, j'avais un fils. Bastien vivait à Paris. Il avait réussi, il travaillait dans une grande entreprise. Il m'aimait du moins, c'est ce que je croyais encore à ce moment-là. Monsieur Roux m'a conduite à la gare. Il m'a tendu un billet de train en disant que tout irait bien, que la famille était faite pour ça. Si seulement il avait su. Le trajet vers Paris a été un long calvaire de regards détournés. Dans le wagon, les gens s'écartaient de moi. Je sentais la fumée. J'avais le visage marqué par des traînées de cendres. Mes cheveux blancs étaient en bataille. Je ressemblais à une mendiante, moi, qui avait passé 35 ans à enseigner la grammaire et la tenue aux enfants du village. Mais je m'en moquais. J'imaginais déjà les bras de Bastien se refermer sur moi. J'imaginais ses mots de réconfort. « Maman, ne t'inquiète pas, tu es à la maison maintenant », me dirait-il en m'installant dans un fauteuil confortable. C'est cette image qui me donnait la force de marcher dans les rues froides de la capitale, mon petit sac serré contre mon cœur. Quand je suis arrivée devant l'immeuble de mon fils, mon cœur a manqué un battement. C'était une demeure magnifique, une de ces bâtisses en pierre de taille, avec des balcons en fer forgé. Il y avait des lumières partout, des rires, qui s'échappaient des fenêtres ouvertes, et une musique légère qui flottait dans l'air. C'était une soirée de fête. J'ai hésité un instant regardant mes mains sales et mes chaussures de jardin boueuses, mais le froid me mordait tellement les os que j'ai fini par sonner à l'interphone. Une voix de femme sèche et autoritaire a répondu au bout de quelques secondes. « Oui, c'est pourquoi a demandé la femme avec une impatience manifeste. C'est Simone, la mère de Bastien. » Ai-je répondu d'une voix qui tremblait malgré moi. « Est-ce que mon fils est là, s'il vous plaît ?» Il y a eu un silence prolongé, un silence lourd de sens.
avant que le déclic de la porte ne se fasse entendre. Je suis montée par l'escalier, n'osant pas entrer dans l'ascenseur, avec mes vêtements souillés. En arrivant sur le palier, la porte était déjà entr'ouverte. Une jeune femme superbe, vêtue d'une robe de cocktail noire, qui devait coûter plus cher que mon ancienne voiture m'attendait. C'était Clémence, la future femme de Bastien. Elle ne m'avait rencontré qu'une seule fois brièvement, et elle ne m'avait jamais rappelé. Elle m'a regardé de haut en bas, une expression de dégoût pur, se peignant sur son visage parfaitement maquillé. « Mais enfin, dans quel état êtes-vous » a-t-elle murmuré en reculant d'un pas comme si j'étais porteuse d'une maladie contagieuse. « Vous ne pouvez pas rester ici, nous recevons des gens très importants ce soir. » La maison a brûlé, Clémence, ai-je réussi à dire en sentant mes larmes monter. Je n'ai plus rien, je ne savais pas où aller ailleurs que chez mon fils. À ce moment-là, Bastien est apparu derrière elle. Il portait un costume parfaitement taillé, un verre de cristal à la main. Quand ses yeux ont croisé les miens, j'ai vu quelque chose qui m'a fait plus de mal que le feu, j'ai vu de la honte. Pas de l'inquiétude, pas de l'amour, juste de la honte. Il a jeté un regard nerveux vers le salon d'où provenaient les éclats de voix de ses invités, puis il a baissé la voix, comme s'il s'adressait à une intruse gênante. « Maman, qu'est-ce que tu fais là ?» a-t-il chuchoté en fronçant les sourcils. « Tu ne pouvais pas appeler. Tu as vu l'heure ? Mon téléphone est resté dans les flammes, mon fils, ai-je répondu, en sentant mes jambes se dérober. Je suis désolée de vous déranger, mais je n'ai nulle part où dormir. La vieille maison n'est plus qu'un tas de cendres. » Clémence s'est approchée de lui et a posé une main protectrice sur son bras, tout en gardant une distance respectable avec moi. Elle a murmuré quelque chose à l'oreille de Bastien, mais j'ai parfaitement entendu ces mots. Elle lui disait que le contrat avec le groupe Beaumont allait leur passer sous le nez si l'un des invités voyait cette scène, qu'ils ne pouvaient pas se permettre d'avoir une telle image de misère dans leur salon ce soir. Bastien a hoché la tête, son visage devenant dur, froid comme la pierre. « Écoute, maman, on est en plein milieu d'un dîner professionnel crucial. Pour mon avenir, a-t-il lâché, sans me regarder dans les yeux. Je ne peux pas te laisser entrer dans cet état. Les gens vont se poser des questions. Ils vont croire que je ne m'occupe pas de toi, ça va être un désastre pour ma réputation. Mais je suis ta mère, Bastien. » ai-je murmuré, le cœur en miettes. « Je n'ai pas mangé depuis ce matin, je suis épuisée. » Clémence a soudainement ouvert son petit sac à main en cuir de créateur. Elle en a sorti 2 billets de 100 € qu'elle a agités devant moi avec un mépris souverain. Elle semblait avoir hâte de se débarrasser d'un fardeau encombrant. « Tenez, prenez ça », a-t-elle dit en fourrant l'argent dans la poche de mon vieux manteau. « Allez chercher un petit hôtel, une chambre de bonne, ce que vous voulez, mais ne restez pas ici. Trouvez un endroit pour vous laver. Et revenez nous voir dans quelques jours, quand la fête sera finie et que vous serez présentable. » Bastien n'a pas dit un mot pour me défendre. Il a juste détourné le regard, observant une tache imaginaire sur le mur du couloir. Il a même fait un pas en arrière quand j'ai essayé de lui prendre la main. « Allez-y maintenant, maman » a-t-il ajouté d'une voix pressée. « On se rappelle demain, d'accord ? Ne gâche pas tout, j'ai travaillé trop dur pour en arriver là. » Clémence a raison. C'est pour ton bien aussi. Tu seras mieux dans un lit d'hôtel qu'au milieu de tout ce bruit. Avant que je puisse protester, avant que je puisse lui dire que j'avais simplement besoin d'un verre d'eau et d'un peu de chaleur humaine, Clémence a posé sa main sur la poignée de la porte. Elle m'a lancé un dernier regard chargé de venin. Un regard qui disait clairement que je n'étais rien pour elle, sinon une ombre gênante sur son tableau de vie parfaite. « Ne nous faites pas honte plus longtemps », a-t-elle sifflé, avant de refermer brutalement le battant. Le bruit de la serrure qui se verrouillait a résonné dans tout le couloir désert. Je suis restée là seule devant cette porte close, les 2 billets de 100 € froissés dans ma poche. Je sentais l'odeur du rôti et des vins fins filtrés sous la porte,
tandis que le froid du palier commençait à m'engourdir les membres. Mon propre fils m'avait mise à la porte pour ne pas froisser ses amis riches. Mon propre fils avait préféré son contrat avec le groupe Beaumont à la détresse de celle qu'il avait mis au monde. Je suis redescendue lentement marche après marche en m'appuyant contre la rampe pour ne pas tomber. Mes larmes coulaient maintenant librement, traçant des sillons clairs sur mes joues, couvertes de suie. Une fois dans la rue, la pluie parisienne a commencé à tomber, une pluie fine et glacée qui transperçait mon manteau. Je me suis dirigée vers un arrêt de bus un peu plus loin, m'asseyant sur le banc de métal froid. Je n'avais nulle part où aller. Les 200 € de Clémence me brûlaient la poche comme une insulte insupportable. Je ne savais pas encore que cette nuit de rejet était le début d'une toute autre histoire. Je ne savais pas que Bastien et Clémence venaient de commettre la plus grande erreur de leur vie. En refermant cette porte sur moi, ils venaient de sceller leur propre destin. Car si j'avais tout perdu dans l'incendie, il me restait encore une chose, une seule que j'avais sauvée des flammes, au péril de ma vie. Je l'ai sortie de mon sac avec des mains tremblantes de froid et de rage. C'était une vieille montre de poche en argent, un objet que j'avais gardé secret pendant 40 ans. À cet instant précis, sous la pluie de Paris, je savais que le temps de la gentillesse était terminé. La pluie redoublait de violence, frappant le toit en plastique de l'arrêt de bus avec un bruit sourd et régulier. J'étais assise là, sur ce banc de métal qui me glaçait les os, regardant mes mains. Elles étaient noires, de suie ridée par le temps et le travail, et elles tremblaient d'un mélange de froid et d'humiliation. Dans ma poche droite, je sentais le contact des 2 billets de 100 € que Clémence m'avait jetés comme on jette un os à un chien errant. 200 €. C'était donc là le prix de 40 ans de sacrifice pour mon fils. C'était la valeur qu'il donnait à ma dignité. J'ai sorti les billets et je les ai regardés un instant. Ils étaient 9 craquants d'un vert insultant. J'ai failli les déchirer et les laisser s'envoler dans le caniveau. Mais une petite voix au fond de moi, celle de la raison et de la survie, m'a murmuré de n'en rien faire. Pour l'instant, c'était tout ce qu'il me restait au monde. Je me suis souvenue de Bastien quand il était petit, quand il se cachait derrière mon tablier parce qu'il avait peur du tonnerre. Je l'avais protégé, nourri, éduqué seul après la mort de son père. J'avais sauté des repas pour qu'il puisse avoir des livres neufs à l'école. Et ce soir, il avait eu peur que l'odeur de ma détresse ne vienne gâcher son vin de fête. La douleur dans ma poitrine était plus vive que la brûlure que j'avais reçue au bras en sortant de la maison. C'était une trahison silencieuse, une porte fermée à clé sur tout ce que nous avions été, l'un pour l'autre. Je me sentais devenir transparente, une ombre sans importance, dans cette ville immense qui ne s'arrêtait jamais de briller. C'est alors que j'ai plongé la main dans mon petit sac à main, celui que j'avais serré contre moi, comme une bouée de sauvetage au milieu des flammes. Mes doigts ont rencontré le froid du métal. J'ai sorti la vieille montre de poche en argent. Elle était un peu ternie, mais le verre était intact. Je l'ai frottée contre la manche de mon manteau pour enlever la poussière de charbon. Cet objet était mon secret le plus précieux, mon jardin interdit. Je l'avais caché pendant des décennies, ne la sortant que les soirs de grande solitude. Bastien ne l'avait jamais vue. Son père non plus. Elle appartenait à une autre vie, à une époque où mon cœur battait pour un autre homme, bien avant que les responsabilités et les deuils ne viennent tout éteindre. Je revoyais le visage de Benoît comme si c'était hier. C'était il y a 40 ans dans le petit village où j'enseignais. Il était jeune ambitieux, mais il n'avait pas un sou en poche. Il travaillait sur les chantiers la journée et étudiait l'architecture la nuit à la lueur d'une bougie. Nous nous aimions avec cette intensité que seul l'espoir de la jeunesse autorise.
le jour de son départ pour tenter sa chance à l'étranger. Il m'avait remis cette montre. C'était l'héritage de son grand-père, son seul bien de valeur. Il m'avait dit de la garder, de l'ouvrir, si jamais le monde devenait trop lourd à porter. Je n'avais jamais osé le faire par peur de briser le charme, ou peut-être par une sorte de fidélité absurde à ma vie de mère courage. En examinant la montre à la lumière blafarde d'un réverbère, j'ai remarqué quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Sur le bord du clapet arrière, il y avait une minuscule fente presque invisible, dissimulée sous les gravures de fleurs de lys. Mes doigts étaient engourdis par le froid, mais j'ai réussi à glisser mon ongle dans l'interstice. J'ai forcé doucement, craignant de briser le mécanisme. Dans un petit déclic sec, le double fond s'est ouvert. À l'intérieur, plié avec un soin extrême, se trouvait un petit morceau de papier rigide, protégé par une fine couche de plastique transparent. Mes yeux fatigués ont eu du mal à déchiffrer l'écriture fine et nerveuse qui y figurait. Il n'y avait pas de long discours, pas de poésie inutile. Juste une phrase, une promesse gravée dans le temps. Quel que soit le nombre d'années, ce numéro restera le mien pour toi. Simone, appelle-moi si tu as besoin de lumière dans l'obscurité. Suivait une série de 10 chiffres écrits à l'encre noire. Mon cœur s'est mis à cogner contre mes côtes. Est-ce qu'il était possible qu'après tant d'années, ce lien existe encore, Benoît, était devenu quelqu'un d'important? Je l'avais lu dans les journaux parfois, mais je n'avais jamais cherché à le contacter. Je ne voulais pas être celle qui réapparaît quand le succès est là. Mais ce soir, je n'avais plus le luxe de la fierté. J'étais une vieille femme seule sous la pluie chassée par son fils. J'ai sorti mon vieux téléphone portable, celui qui n'avait presque plus de batterie, et dont l'écran était légèrement fendu. J'ai composé les chiffres un à un, le souffle court. Chaque pression sur les touches me semblait être un acte de trahison envers ma vie passée et en même temps un acte de délivrance. J'ai porté l'appareil à mon oreille. La tonalité a retenti une fois, 2 fois. Je m'apprêtais à raccrocher, me trouvant ridicule de croire qu'un homme puissant se souviendrait d'une institutrice de province après 4 décennies de silence. Mais le téléphone a été décroché, avant même la fin de la 3e sonnerie. « Allô » a dit une voix d'homme. Une voix grave, profonde, avec cette légère pointe d'assurance que donne l'expérience, mais qui portait aussi une trace d'émotion contenue. Je n'arrivais pas à parler. Ma gorge était serrée par un sanglot que je retenais depuis que j'avais quitté la Normandie. Le silence s'est étiré entre nous, mais l'homme à l'autre bout du fil n'a pas raccroché. Il semblait attendre, comme s'il savait exactement qui se trouvait à l'autre bout de la ligne. « Simone » murmura-t-il enfin. « Simone, c'est toi, n'est-ce pas ?» J'ai attendu cet appel pendant la moitié de ma vie. Je savais qu'un jour tu te souviendrais de la montre. Les larmes ont fini par couler pour de bon, se mélangeant à l'eau de pluie sur mon visage. Je ne savais pas quoi dire. Je n'avais pas besoin de lui expliquer l'incendie, le froid ou la méchanceté de Bastien. Il semblait tout comprendre dans mon silence. « Où es-tu » a-t-il demandé d'un ton qui n'admettait aucune réplique. « Dis-moi juste où tu te trouves, et je viens te chercher. Ne bouge pas de là où tu es. » Je lui ai donné le nom de l'avenue, et le numéro de l'arrêt de bus, ma voix n'étant plus qu'un murmure étranglé. Il m'a répondu de rester à l'abri, qu'il arrivait et qu'à partir de maintenant, plus personne ne me manquerait de respect. Il a raccroché doucement, me laissant avec le bruit de la pluie et l'espoir fou qui commençait à réchauffer mon sang. Je suis restée là, serrant la montre contre ma poitrine, ignorant les passants qui me jetaient des regards apitoyés. Je n'étais plus la vieille femme perdue du début de la soirée. J'étais une femme qui attendait quelqu'un qui ne l'avait jamais oubliée. Une dizaine de minutes s'est écoulée. Soudain, les phares d'une voiture ont balayé la chaussée trempée, éclairant les flaques d'eau d'une lumière blanche et intense.
Une immense limousine noire d'une élégance absolue s'est avancée lentement le long du trottoir. Elle semblait venir d'un autre monde, un monde de calme et de puissance, qui contrastait avec la vulgarité des immeubles alentours. La voiture s'est immobilisée juste devant mon abri de fortune. Un chauffeur en livrée est sorti tenant un grand parapluie noir. Il s'est incliné respectueusement devant moi, comme si j'étais une reine, ignorant ma tenue lamentable et mes mains sales. Il a ouvert la porte arrière, avec une infinie délicatesse, laissant apparaître un intérieur de cuir crème et une lumière tamisée. Madame Simone a dit le chauffeur d'une voix douce. « Monsieur vous attend. Veuillez entrer, vous allez prendre froid. » Je me suis levée un peu chancelante et je suis montée dans la voiture. En m'enfonçant dans le siège moelleux, j'ai senti une chaleur enveloppante m'accueillir. La limousine a démarré sans un bruit, s'éloignant de l'arrêt de bus et de l'immeuble de Bastien. Je regardais par la vitre teintée les lumières de Paris défiler. Et je savais que plus rien ne serait jamais comme avant. Bastien et Clémence pensaient m'avoir jetée dans le caniveau. Mais ils venaient de me pousser dans les bras du destin. La limousine glissait en silence dans les rues de Paris. Mais à l'intérieur, j'avais l'impression que le temps s'était arrêté. Le cuir des sièges était d'une douceur que je n'avais jamais imaginée, et une musique classique, presque imperceptible, apaisait mes nerfs à vif. Je me suis regardée dans le reflet de la vitre, mes joues étaient encore maculées de gris. Mes cheveux blancs pendaient en mèches ternes, et mon vieux manteau semblait crier sa misère dans cet habitacle luxueux. Pourtant, je ne me sentais plus honteuse. La voix de Benoît au téléphone avait agi comme un baume. Le chauffeur, un homme d'un certain âge nommé Jean, m'a jeté un regard bienveillant dans le rétroviseur central. Il m'a dit d'une voix posée que nous arrivions bientôt et que tout avait été préparé pour ma venue. La voiture s'est arrêtée devant un immeuble discret, mais imposant près de l'avenue Montaigne. Jean a ouvert la porte et m'a guidée vers un ascenseur privé qui nous a menés directement au dernier étage, dans un appartement-terrasse immense qui embrassait tout Paris. Les baies vitrées offraient une vue vertigineuse sur la tour Eiffel qui scintillait de 1000 feux dans la nuit noire. Au milieu de ce salon baigné d'une lumière dorée, un homme m'attendait. Il était debout, les mains derrière le dos, observant la ville. Quand il s'est retourné, j'ai reconnu ses yeux. Malgré les 40 années écoulées, malgré ses cheveux d'argent et les rides qui marquaient tout son visage, c'était bien lui. Benoît de Beaumont. L'homme qui était parti avec une montre en argent et qui revenait comme le maître du monde. Il s'est avancé vers moi, ses pas étouffés par un tapis perçant d'une finesse rare. Il n'a pas montré de dégoût, il n'a pas reculé devant mon odeur de fumée. Au contraire, il a pris mes mains sales dans les siennes, avec une tendresse infinie. Il m'a regardé longuement, ses yeux s'embuant légèrement, avant de murmurer que j'étais enfin là, qu'il m'avait cherché partout, pendant des années, mais que j'avais si bien disparu dans ma petite vie tranquille. Je n'ai pu que lui sourire, le cœur trop lourd pour parler. Il m'a fait signe de ne rien dire pour l'instant. Il a appelé une équipe de femmes qui attendaient dans l'ombre des professionnels du soin et de la beauté, et un médecin privé pour soigner ma brûlure au bras. Pendant les 2 heures qui ont suivi, j'ai vécu un rêve éveillé. On m'a plongé dans un bain de lait et d'huile parfumée qui ont dissous la suie et la fatigue de cette journée cauchemardesque. Une coiffeuse a redonné vie à mes cheveux, les transformant en une masse de soie argentée, tandis qu'une esthéticienne s'occupait de mes mains avec une délicatesse que je n'avais jamais connue. Le médecin a appliqué un onguent frais sur ma peau brûlée, me promettant qu'il ne resterait aucune cicatrice. On m'a ensuite vêtue d'une robe en soie bleu nuit simple, mais d'une coupe parfaite, qui tombait sur mes épaules
comme une caresse. Quand je me suis vue dans le miroir du grand dressing, je n'ai pas reconnu la vieille femme que Bastien avait chassée. J'étais droite, digne, et une lueur de détermination que je croyais éteinte brillait dans mes yeux. Je suis retournée au salon, où Benoît m'attendait devant une table dressée pour deux. Il y avait des bougies, un repas léger mais exquis, et un vin dont l'arôme seul suffisait à vous transporter. Il m'a installée sur une chaise en velours, puis il s'est assis en face de moi. Il a commencé à raconter sa vie, comment il avait construit son empire, à partir de rien, comment il était devenu celui que la presse appelait le roi de l'architecture. Mais derrière ses succès, il m'a confié avec une tristesse sincère qu'il ne s'était jamais marié, qu'aucune femme n'avait pu remplacer le souvenir de la jeune institutrice qui lui avait donné sa chance 40 ans plus tôt. Il avait la puissance, la richesse, mais sa maison était restée vide d'amour. Puis ce fut mon tour de parler. Je lui ai raconté l'incendie, la perte de ma maison. Et surtout, j'ai raconté la scène sur le palier de mon fils Bastien. Je lui ai décrit le regard de mépris de ma belle-fille Clémence et le silence lâche de mon propre sang. Au fur et à mesure que je parlais, j'ai vu le visage de Benoît changer. Ses traits se sont durcis, ses yeux sont devenus froids, comme de l'acier. Il n'a pas crié, il n'a pas tapé sur la table, mais la tension qui émanait de lui était palpable. Il a posé son verre de vin avec une précision chirurgicale et a murmuré que personne, absolument personne, n'avait le droit de traiter une mère de la sorte, encore moins la femme qu'il aimait. Il m'a demandé ce que je voulais faire, si je voulais qu'il utilise son influence pour écraser Bastien sur le champ. J'ai réfléchi un long moment en regardant les lumières de la ville. Je ne voulais pas d'une vengeance brutale, d'une scène de colère qui me rabaisserait à leur niveau. Je voulais qu'ils comprennent la valeur de ce qu'ils avaient et jetaient. Je voulais reprendre ma place, retrouver ma dignité et leur montrer que l'argent et le prestige ne sont rien sans l'honneur. Je veux simplement qu'ils sachent qui je suis vraiment. Ai-je répondu en serrant la montre en argent sur mon poignet. Je veux que la vérité éclate au grand jour sans artifice. Benoît a eu un petit sourire énigmatique, un sourire qui m'a fait comprendre qu'il avait déjà un plan en tête. Il m'a expliqué qu'il était le propriétaire caché du groupe Beaumont, l'entreprise même que Clémence et Bastien essayaient de séduire pour sauver leurs finances et leur réputation. Ils ne savaient pas que le grand patron qu'ils attendaient, comme le Messie pour leur soirée de gala, était l'homme qui venait de me recueillir. Il a ajouté qu'ils avaient désespérément besoin de sa signature pour un contrat de plusieurs millions d'euros, un projet de complexe hôtelier de luxe qui devait lancer définitivement la carrière de Clémence. La coïncidence était presque trop belle pour être vraie, mais dans le monde des affaires, la chance tourne souvent en faveur de ceux qui ont de la mémoire. Benoît a appelé son assistant Jean et lui a donné des instructions claires pour le lendemain. Il a commandé un chauffeur supplémentaire et a fait préparer des documents officiels. Il m'a dit que nous irions à cette fête, mais pas comme des invités ordinaires. Nous y irions comme ceux qui tiennent les cordons de la bourse. Il a posé sa main sur la mienne et m'a promis que d'ici 24 heures, mon fils apprendrait une leçon qu'aucun livre d'école ne pourrait jamais lui enseigner. Je me suis levée et je suis retournée vers la baie vitrée. La tour Eiffel venait de s'éteindre pour la nuit, mais mon propre feu intérieur lui brûlait plus fort que jamais. Je n'étais plus la mère pathétique qui mendiait un lit. J'étais une femme de retour de l'oubli, soutenue par l'homme le plus puissant de la ville. J'ai regardé mon reflet une dernière fois. La robe bleu nuit me donnait une allure de reine en exil. J'ai pensé à Clémence et à son mépris à Bastien et à sa lâcheté. Il m'avait donné 200 € pour disparaître. Demain, j'allais leur montrer que ma présence, elle n'avait pas de prix.
Demain, nous irons leur rendre visite, a dit Benoît, en se plaçant à mes côtés. Ils attendent un partenaire d'affaires, ils vont trouver un juge. Et toi, Simone, tu seras la lumière qui va les éblouir. Tu es prête ? Je suis prête, ai-je répondu d'une voix ferme qui ne tremblait plus du tout. Je veux voir leur visage, quand ils comprendront que la vieille femme du palier est devenue celle qui possède leur avenir entre ses mains. La villa de mon fils Bastien brillait de mille feux sous le ciel étoilé de Paris, ressemblant à un écrin de cristal posé au milieu des jardins sombres. À l'intérieur, l'atmosphère était électrique, chargée d'une excitation palpable que seul l'argent peut provoquer. Sa compagne Clémence circulait entre les groupes d'invités avec une aisance de prédatrice, ajustant son collier de perles tout en jetant des regards satisfaits sur le buffet luxueux. Elle s'arrêta près d'un groupe d'investisseurs, en costume sombre, un sourire parfaitement étudié aux lèvres. Nous avons toujours mis un point d'honneur à ne recevoir que le meilleur, expliqua-t-elle avec une pointe d'arrogance dans la voix. Ma famille a toujours eu ce sens de l'excellence, vous savez, c'est une question d'atavisme de lignée. Les invités hochèrent la tête avec une admiration polie, ignorant tout du mensonge qui servait de fondation à son discours. Mon fils Bastien se tenait un peu à l'écart près de la grande fenêtre qui donnait sur la rue. Il tenait son verre de champagne avec une telle fermeté que ses jointures en devenaient blanches. De temps à autre, il jetait un regard furtif vers la porte d'entrée, une lueur d'inquiétude traversant son regard. L'image de mon visage noirci par la suie là sur le palier semblait le poursuivre entre deux gorgées de vin coûteux. Il se rappelait peut-être le goût des confitures que je lui préparais autrefois, ou le son de ma voix quand je lui lisais des histoires pour l'endormir. Mais dès qu'un convive s'approchait de lui, pour le féliciter de sa réussite, son masque de jeune loup de la finance se remettait en place instantanément. « On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs », murmura-t-il à un collègue, qui l'interrogeait sur les sacrifices nécessaires pour monter une telle affaire. Le point d'orgue de la soirée approchait la venue de l'homme que tout le monde attendait, le mystérieux dirigeant du groupe Beaumont. Pour Bastien et Clémence, cette visite était le sésame vers une fortune qu'ils n'auraient plus besoin de simuler. Ils avaient tout misé sur ce contrat, allant jusqu'à s'endetter pour offrir cette réception fastueuse. La tension montait à mesure que les minutes s'égrenaient sur les horloges dorées du salon. Clémence, nerveuse, s'en prit soudain à une jeune serveuse qui avait eu le malheur de laisser tomber une goutte de vin sur le rebord d'une nappe en lin. « Vous êtes d'une maladresse insupportable », siffla-t-elle à la pauvre fille, qui s'excusait platement. « Regardez ce que vous avez fait, c'est indécent, disparaissez de ma vue, avant que je ne vous fasse renvoyer sur le champ. » Cette explosion de méchanceté gratuite ne passa pas inaperçue, mais personne n'osa intervenir. Dans ce monde de paraître, la cruauté était souvent confondue avec l'autorité. Bastien s'approcha de sa compagne et lui posa une main sur l'épaule, non pas pour la calmer, mais pour vérifier que sa propre apparence était toujours irréprochable. « Détends-toi, Clémence, » lui dit-il à voix basse. « Il va arriver d'un moment à l'autre, et il ne faut pas qu'il nous trouve dans cet état. Imagine ce que ce contrat va changer pour nous, on pourra enfin quitter ce semblant de vie, pour entrer dans la cour des grands. » Elle hocha la tête, reprenant sa posture de reine de la soirée, tandis que les invités continuaient de murmurer des rumeurs sur la puissance phénoménale de M. de Beaumont. Soudain, le silence se fit dans l'entrée. Un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris, impeccablement coupés, et au regard pénétrant, fit son apparition. Ce n'était pas encore le grand patron, mais son assistant personnel Jean. Il portait un costume d'une sobriété qui criait la distinction.
Il s'avança vers Bastien et Clémence, qui se précipitèrent à sa rencontre avec une obséquiosité presque gênante. « Monsieur de Beaumont vous prie de l'excuser pour son léger retard », annonça Jean d'une voix neutre, qui résonna dans toute la pièce. « Il est en chemin, mais il m'a chargé de vous remettre ceci en guise de préambule à votre entretien de ce soir. » Il sortit de sa poche intérieure une enveloppe noire épaisse, d'un papier mat très luxueux. Bastien prit l'enveloppe avec des mains qui ne pouvaient s'empêcher de trembler. Son visage s'illumina d'un espoir avide. Il pensait sans doute qu'il s'agissait d'une lettre d'intention d'un premier document officiel, validant le partenariat tant espéré. Clémence se pencha vers lui, ses yeux brillants d'une convoitise non dissimulée. « Ouvre-la, Bastien, dépêche-toi », murmura-t-elle avec impatience. « C'est le moment que nous attendions tous. » Jean les observait avec un calme olympien, une petite lueur ironique dans le fond des yeux, que seul un observateur attentif aurait pu remarquer. Autour d'eux, les invités s'étaient à se rapprocher curieux de voir ce que recelait ce message du maître de l'architecture. Bastien déchira délicatement le seau de cire noire. À l'intérieur, il n'y avait pas de contrat, pas de lettre à en-tête officielle, pas de promesse d'embauche. Ses doigts en sortirent une simple photographie couleur tirée sur un papier de haute qualité. En la voyant, le sang se retira de son visage, le laissant d'une pâleur cadavérique. Sa main se mit à s'agiter si violemment que la photo manqua de tomber au sol. Clémence, impatiente, lui arracha le cliché des mains. Elle poussa un petit cri étouffé avant de porter la main à sa bouche. Le silence dans la pièce devint pesant, presque étouffant, comme si l'air venait de se raréfier subitement. Sur la photographie, on voyait les ruines, encore fumantes, d'une vieille maison de campagne normande. Celle-là même où Bastien avait grandi. Au centre de l'image, une petite silhouette courbée, couverte de cendres, regardait tristement les décombres. C'était moi, Simone, dans l'état exact où j'étais avant qu'ils ne me chassent de chez eux. Au dos de la photo, une seule phrase était écrite à la main d'une écriture que Bastien ne connaissait pas, mais qui respirait l'autorité. « Les fondations de votre avenir sont faites de cendres, que vous avez vous-même piétinées. » Avant qu'il puisse demander la moindre explication à Jean, le bruit d'un moteur puissant retentit dans l'allée gravillonnée, annonçant l'arrivée de la voiture que tout le monde craignait et espérait à la fois. Le silence qui s'abattit sur le salon était d'une lourdeur presque insupportable, seulement troublé par le crépitement lointain du moteur d'une voiture d'exception qui s'immobilisait dans l'allée. Tous les regards chargés d'une curiosité teintée d'effroi se tournèrent vers la grande porte d'entrée. Bastien, toujours livide, tenait encore la photographie de la maison incendiée entre ses doigts tremblants, tandis que Clémence tentait désespérément de reprendre une contenance lissant sa robe avec une nervosité que personne ne pouvait plus ignorer. Les invités, sentant le vent tourner sans encore comprendre pourquoi, s'écartèrent instinctivement pour laisser un passage libre vers le centre de la pièce. La porte s'ouvrit avec une lenteur calculée, révélant la silhouette imposante de Benoît de Beaumont. Il entra dans la pièce d'un pas assuré, dégageant une autorité naturelle qui sembla aspirer tout l'air de la salle. Il portait un costume d'une coupe impeccable, d'un gris anthracite qui soulignait sa carrure encore athlétique malgré les années. Son regard d'acier balaya l'assistance, s'arrêtant un quart de seconde sur Bastien, avant de se fixer sur Clémence. Cette dernière, retrouvant soudain son instinct de courtisane, se précipita vers lui avec un sourire forcé, les mains tendues, dans un geste de bienvenue désespéré. « Monsieur de Beaumont, quel honneur immense !» s'exclama-t-elle d'une voix un peu trop aiguë. « Nous vous attendions avec une telle impatience. Veuillez nous excuser pour ce petit moment de flottement.
Mon fiancé a eu une légère émotion en recevant votre cadeau. » Benoît ne prit pas ses mains. Il ne sourit pas non plus. Il resta immobile, les bras le long du corps, l'observant comme on observe un insecte curieux, sous une loupe de naturaliste. La gêne de Clémence devint presque physique. Elle laissa retomber ses bras, son sourire se figeant en une grimace pathétique. Puis, sans dire un mot, Benoît fit un pas de côté et se tourna vers la porte restée ouverte sur la nuit. Il tendit la main vers l'extérieur, un geste d'une courtoisie extrême, presque royale, qui fit retenir son souffle à toute l'assemblée. C'est alors que j'ai fait mon entrée. Je n'étais plus la vieille femme brisée par le chagrin et la cendre que Bastien avait chassée la veille. J'avançais la tête haute, vêtue d'une robe de soie bleu nuit, qui flottait autour de mes jambes à chaque pas. Mes cheveux argentés étaient coiffés avec une élégance sobre, et sur mon poignet brillait la montre en argent, témoin silencieux de 40 années d'attente. En franchissant le seuil, mes yeux ont immédiatement trouvé ceux de mon fils. Le choc fut si violent pour lui qu'il en eut un mouvement de recul, son visage passant du blanc au gris en une fraction de seconde. Bastien lâcha son verre de cristal. Le bruit de l'objet s'écrasant sur le sol de marbre résonna comme un coup de feu dans le silence de mort de la villa. Le vin rouge se répandit sur le tapis de prix, formant une tache sombre qui ressemblait étrangement à une blessure ouverte. Les éclats de verre volèrent jusque sur les chaussures vernies de Clémence, qui restait pétrifiée, la bouche bée, incapable de prononcer le moindre son. Elle me fixait comme si elle voyait un fantôme surgir de l'enfer, mais un fantôme bien trop élégant et bien trop puissant pour ses certitudes de parvenu. « Mon fils ?» souffla-t-il dans un murmure à peine audible, ses lèvres tremblant si fort qu'il ne parvenait plus à articuler. « Maman, mais qu'est-ce que... Comment est-ce possible ?» Je ne lui ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé le silence faire son travail, savourant chaque seconde de cette confrontation que j'avais imaginée tout au long de la nuit. J'ai senti la main de Benoît se poser fermement dans mon dos, un soutien discret mais inébranlable qui me donnait toute la force nécessaire pour affronter la lâcheté de mon propre sang. Les invités commençaient à murmurer entre eux, les regards passant de la vieille dame en bleu au jeune homme décomposé, comprenant peu à peu que le drame qui se jouait ici n'avait rien de professionnel. Benoît prit alors la parole, sa voix claire et puissante, dominant les chuchotements. Son ton était d'une politesse glaciale, celle qui précède les exécutions les plus nettes. Il fit un geste circulaire pour désigner la pièce, puis posa son regard sur Clémence, qui semblait vouloir s'évaporer sur place. « Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter celle qui m'honore de sa présence ce soir. » Commença-t-il avec une solennité qui fit frissonner l'assistance. « Voici Simone, ma future épouse. Mais elle n'est pas seulement celle qui partage désormais ma vie. Elle est également, depuis ce matin même, la propriétaire majoritaire du groupe hôtelier international avec lequel vous espériez tous signer ce soir. » Un murmure de stupéfaction parcourut la foule. Clémence manqua de s'évanouir ses mains, cherchant aveuglément un appui sur le dossier d'un fauteuil. Bastien lui semblait s'être transformé en statue de sel, les yeux fixés sur la montre en argent, qui scintillait à mon poignet. Il comprenait enfin que l'objet qu'il avait toujours méprisé était le lien qui me rattachait à une puissance qu'il ne pourrait jamais atteindre. Toute sa stratégie, toutes ses humiliations, tout son reniement venait de se fracasser contre la réalité de cet amour que le temps n'avait pas réussi à effacer. Je me suis avancée vers Clémence d'un pas lent, mes talons claquant sur le sol avec une régularité de métronome. Elle me regardait avec une terreur pure,
ses yeux dilatés par l'effroi. Je me suis arrêtée à 1 mètre d'elle gardant un visage serein, presque bienveillant, ce qui semblait l'effrayer encore davantage. J'ai ouvert lentement mon petit sac à main en satin noir et j'en ai sorti les 2 billets de 100 € qu'elle m'avait donnés la veille. Vous aviez raison, Clémence. Les hôtels dans ce quartier sont effectivement très coûteux, dis-je, d'une voix douce mais parfaitement distincte. Mais comme je loge désormais chez Monsieur de Beaumont, je n'ai plus l'usage de cette somme. En revanche, vous venez de briser un cristal de grande valeur et de tacher un tapis qui appartient désormais à mes fondations. J'ai tendu les 2 billets vers elle, les tenant entre mon index et mon majeur, avec une élégance souveraine. Clémence resta immobile, incapable de faire le moindre geste, alors je déposai délicatement l'argent sur le buffet, à côté d'elle, juste à côté d'une bouteille de champagne entamée. « Prenez-les », ajoutai-je en la regardant bien en face. « Considérez cela comme un acompte pour les frais de nettoyage. Il est toujours important de payer ses dettes, ne trouvez-vous pas ? Surtout quand on prétend appartenir à un monde où l'excellence est une règle de vie. » Bastien tenta de faire un pas vers moi, ses mains tendues, dans un geste de supplication pathétique, mais le regard noir de Benoît le cloua sur place. L'ambiance dans la villa était devenue irrespirable pour eux, tandis que pour moi, pour la première fois, depuis que ma maison avait brûlé l'air, redevenait léger. Ils pensaient m'avoir jeté à la rue pour sauver leur avenir. Ils venaient de comprendre que leur avenir s'arrêtait précisément là où mon nouveau chemin commençait. Le silence qui suivit mes paroles était si profond qu'on aurait pu entendre une épingle tomber sur le tapis de soie. Clémence, ma belle-fille, restait immobile, les yeux fixés sur les 2 billets de 100 € que j'avais déposés près d'elle. Soudain, un rire nerveux, presque hystérique, s'échappa de ses lèvres tremblantes. Elle redressa la tête, tentant de rassembler les lambeaux de son arrogance habituelle. « C'est une mascarade !» s'écria-t-elle en balayant l'assemblée d'un regard circulaire. « Vous croyez vraiment ce que vous voyez ? Cette femme est une actrice, une opportuniste que mon fiancé a dû ramasser dans un asile. Monsieur de Beaumont, vous vous faites abuser par une vieille femme qui cherche à se venger d'avoir été justement écartée pour son manque de tenue. » Bastien, mon fils, restait prostré, ne trouvant pas la force de soutenir le regard de sa compagne. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques minutes. Benoît de Beaumont ne sourcilla pas face à l'agression verbale de Clémence. Il fit un signe de tête discret à son assistant Jean. Ce dernier s'avança, une fine chemise de cuir noir à la main, contenant des documents officiels, marqués du sceau du notaire de la famille de Beaumont. Le milliardaire prit les papiers avec une lenteur calculée, savourant l'instant où le masque de Clémence allait définitivement se briser. « Il est fascinant de voir jusqu'où peut aller l'aveuglement », dit-il d'une voix calme, qui portait jusqu'au fond de la pièce. « Vous parlez de propriété de lignée de standing. Mais savez-vous seulement sur quel sol vous marchez en ce moment même, maman ? Cette villa, que vous louez à prix d'or pour impressionner vos partenaires, fait partie du portefeuille immobilier de ma holding depuis plus de 7 ans. » Il ouvrit le dossier et en sortit un titre de propriété qu'il tendit vers la lumière des lustres. Et voici l'acte de cession que j'ai signé cet après-midi devant Maître Lemoine. J'ai fait don de cette demeure, avec tout ce qu'elle contient, à Madame Simone. Clémence chancela ses mains cherchant désespérément un appui sur le buffet. La nouvelle se répandit parmi les invités comme une traînée de poudre. La maîtresse de maison n'était plus qu'une occupante sans titre, à la merci de la femme qu'elle avait humiliée la veille. Bastien, comprenant l'ampleur du désastre, s'effondra littéralement. Il tomba à genoux sur le tapis taché de vin, ignorant les débris de verre qui déchirèrent son pantalon coûteux.
Il rampa vers moi ses mains cherchant à attraper le bas de ma robe bleu nuit. « Maman, pardonne-moi !» supplia-t-il, sa voix brisée par des sanglots de honte. J'étais sous pression, je ne savais plus ce que je faisais. C'est Clémence, elle me disait que tout dépendait de cette soirée, que tu comprendrais. Elle m'a poussée à bout. Je t'en supplie, ne nous jette pas à la rue. Nous sommes ta famille, ton propre sang. Je t'aime, maman, tu le sais. J'ai juste eu un moment d'égarement. Je l'observais, ce fils que j'avais tant aimé, que j'avais porté à bout de bras à travers les années de vache maigre. Je voyais sa lâcheté mise à nu, sa facilité à trahir sa compagne dès que le vent tournait. Ma déception était une blessure bien plus profonde que celle que l'incendie m'avait infligée. Je retirai doucement le pan de ma robe de ses mains moites. « Tu ne m'as pas chassé parce que tu avais peur de perdre ton contrat, Bastien, » répondis-je en le regardant droit dans les yeux. « Tu m'as chassé parce que tu avais honte de tes racines. Tu avais honte des mains calleuses de ta mère. Tu avais honte de cette vieille maison de Normandie où chaque pierre racontait nos sacrifices. L'argent n'a pas changé ta vie, il a simplement révélé ton vide intérieur. » Benoît s'approcha de moi et posa une main protectrice sur mon épaule. Il tourna ensuite son regard vers les investisseurs et les cadres qui observaient sur la scène avec un malaise grandissant. Monsieur de Beaumont reprit la parole, sa voix devenant tranchante comme une lame. « J'étais venu ici pour discuter d'un partenariat avec l'agence de Madame Clémence, » commença-t-il. « Mais la première règle de mon groupe, celle qui surpasse tous les chiffres, c'est l'éthique humaine. On ne construit rien de solide sur le mépris de ses parents. Jean veuillait annuler immédiatement toutes les procédures en cours avec ces personnes. Il n'y aura pas de signature, pas de contrat et pas de futur entre nous. » Clémence laissa échapper un cri étouffé, réalisant que son empire de cartes venait de s'effondrer. Mais le cauchemar ne faisait que commencer pour elle. Jean, mon assistant, sortit un téléphone de sa poche et passa un appel bref. Quelques secondes plus tard, le bruit de bottes sur le marbre de l'entrée se fit entendre. 2 hommes en uniforme, accompagnés d'un inspecteur en civil, firent irruption dans le salon. Les invités s'écartèrent précipitamment. L'inspecteur s'avança vers Clémence, qui semblait pétrifiée par la terreur. Par là, « Madame Clémence Vallet » demanda l'inspecteur d'un ton sec. « Nous avons un mandat de perquisition et une commission rogatoire concernant les comptes de votre agence. Des preuves de détournement de fonds et de fausses déclarations financières ont été portées à notre connaissance cet après-midi par les services de Monsieur de Beaumont. Vous allez devoir nous suivre au commissariat pour une audition immédiate. » Bastien releva la tête, hébété, regardant sa fiancée se faire encadrer par les forces de l'ordre. Elle tenta de se débattre, de hurler des insultes à mon égard, mais sa voix fut rapidement étouffée par le brouhaha de la foule. Les invités, sentant le scandale éclater, commençaient à s'éclipser vers la sortie, ne voulant pas être associés à cette déchéance publique. En quelques minutes, la villa autrefois si brillante ne fut plus que le théâtre d'une arrestation humiliante. Je restais là debout entre Benoît et les ruines de la vie de mon fils, réalisant que la justice avait enfin frappé à la porte. La villa autrefois si bruyante et saturée de parfums coûteux n'était plus qu'un tombeau de marbre et de silence. Les lumières de fête s'étaient éteintes, laissant place à la lueur blafarde de l'aube qui filtrait à travers les grandes baies vitrées. Mon fils Bastien était assis seul sur une marche de l'escalier monumental, la tête entre les mains. Il ne restait rien de l'homme d'affaires arrogant de la veille. Son costume était froissé et la tache de vin rouge sur le tapis semblait s'être élargie comme une marque indélébile de son échec. Le téléphone qu'il tenait dans sa main droite ne cessait de vibrer, mais il ne répondait plus.
Les messages de licenciement, les notifications de rupture de contrat et les insultes de ses anciens associés défilaient sur l'écran sans qu'il ait la force de les lire. En une seule nuit, le monde qu'il avait construit sur le mensonge s'était écroulé. La nouvelle du scandale s'était propagée dans tout Paris, avec la rapidité d'un incendie de forêt. Ma belle-fille Clémence faisait la une des sites d'information, mais pas pour ses réussites professionnelles. On voyait des photos d'elle menottée la tête basse, quittant la villa entre deux policiers. Ses comptes sur les réseaux sociaux, où elle mettait en scène sa vie prétendument parfaite, étaient désormais inondés de commentaires haineux. Le vernis avait craqué, révélant la fraude et la manipulation. Personne ne cherchait à la défendre. Dans ce milieu, où seule la réussite compte la chute, est une maladie contagieuse dont tout le monde s'écarte avec dégoût. Bastien regardait son propre reflet dans le miroir du hall, mais il ne s'y reconnaissait plus. Il n'était plus le futur gendre d'une famille influente. Il était redevenu le fils ingrat d'une mère qu'il avait reniée. Le silence fut soudain rompu par un bruit de clé. Jean, l'assistant de Benoît de Beaumont, entra dans la demeure avec la régularité d'un horloger. Il n'avait pas besoin de parler pour que Bastien comprenne que le temps de l'illusion était terminé. Jean tenait un dossier sous le bras, le même dossier qui contenait l'acte de propriété, au nom de Simone. « Monsieur », dit Jean d'une voix dépourvue de toute émotion. « Madame Simone m'a chargé de vous informer que cette villa doit être libérée avant midi. Elle a décidé d'en faire don à une fondation pour les victimes d'incendies criminels. Les déménageurs arrivent bientôt pour retirer ce qui appartient à la fondation. » Bastien leva les yeux, la bouche entr'ouverte, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Il était chassé de la demeure qu'il croyait être son royaume, exactement comme il m'avait chassé de son palier. Quelques jours plus tard, Bastien tenta le tout pour le tout. Il se rendit devant les grilles de l'immense domaine de Benoît, là, où je m'étais réfugié, pour retrouver un peu de paix. Il avait l'air d'un spectre, les vêtements sales, et le visage creusé par les nuits sans sommeil. Il supplia le garde à l'entrée de le laisser passer, criant mon nom à travers les barreaux de fer forgé. Jing apparut au bout de l'allée de gravier, marchant d'un pas lent vers le portail. Bastien s'accrocha aux grilles, les doigts crispés sur le métal froid. « Je veux voir ma mère », hurla-t-il, « je sais qu'elle est là. Dites-lui que je suis désolé. Dites-lui que je n'ai plus rien, que je dors dans ma voiture. » Jean s'arrêta à quelques centimètres de lui, le regardant avec une froideur glaciale. « Madame Simone ne souhaite pas vous voir, monsieur, » répondit Jean en ajustant ses gants de cuir noir. « Elle m'a cependant demandé de vous remettre ceci. C'est le dernier lien qu'elle souhaite garder avec vous. » Il sortit de sa poche un petit objet, enveloppé dans un morceau de tissu sombre, et le tendit à travers la grille. Bastien le saisit avec une avidité désespérée, espérant sans doute y trouver une clé, une adresse ou peut-être un chèque capable de le sauver de la ruine. Mais quand il ouvrit le tissu, son souffle se bloqua dans sa poitrine. Ses genoux fléchirent, et il s'effondra sur le gravier, serrant l'objet contre son visage, en poussant un gémissement de douleur pure. C'était un petit carnet aux pages jaunies, dont la couverture de cuir était à moitié calcinée. C'était mon vieux livret d'épargne, celui que j'avais alimenté chaque mois pendant 30 années de carrière en tant qu'institutrice de village. Sur chaque page, on pouvait lire des dépôts modestes, 10 € par-ci, 20 € par-là, le fruit de mes économies les plus dures, de mes repas sautés et de mes vêtements jamais rachetés. Au dos de la dernière page, j'avais écrit une note il y a bien longtemps pour le mariage de mon fils Bastien, afin qu'il ne manque de rien. L'argent n'était plus là, les chiffres étaient presque effacés par la chaleur de l'incendie, mais le sacrifice lui était devenu lisible
pour la première fois aux yeux de mon fils. Bastien comprit enfin ce qu'il avait détruit. Il n'avait pas simplement perdu une villa ou un contrat de luxe. Il avait piétiné 30 ans d'un amour qui n'avait jamais rien demandé en retour. Il restait là prostré devant les grilles du domaine de l'homme qu'il avait voulu impressionner, réalisant que le véritable trésor était dans ce carnet brûlé qu'il avait jugé indigne de lui, quelques jours plus tôt. Le vent d'automne faisait tourbillonner les feuilles mortes autour de lui. Mais il ne les sentait pas. Il était seul au monde, avec pour unique compagnon le poids de son propre remords et l'image d'une mère qui, pour la première fois, n'ouvrirait pas la porte. La lumière de l'automne à Bordeaux n'a rien à voir avec celle de Paris. Ici, le soleil semble prendre son temps caressant les rangées de vignes d'une teinte ambrée qui réchauffe le cœur autant que la terre. Je marchais lentement dans les allées du domaine, sentant l'odeur du raisin mûr et de la terre humide sous mes chaussures confortables. À mes côtés, Benoît marchait à mon rythme sans aucune hâte. Il ne portait plus ses costumes stricts de grand bâtisseur, mais un simple pull en laine épaisse et un pantalon de velours. Nous n'avions plus besoin de faire de grands discours ou d'étaler notre réussite. Le silence qui régnait entre nous était celui des gens qui n'ont plus rien à prouver, juste à savourer le temps qui leur est accordé. Nous nous sommes arrêtés au sommet d'une petite colline qui domine toute la vallée de la Garonne. Benoît a posé sa main sur mon épaule, un geste devenu quotidien naturel, comme si nous n'avions jamais été séparés pendant 40 années. Il m'a regardé avec cette tendresse qui ne l'avait jamais quitté, même quand il était au sommet de sa puissance solitaire. « Tu as l'air apaisée, Simone », murmura-t-il avec un sourire doux. Je lui ai répondu d'un simple hochement de tête. C'était vrai. La colère s'était évaporée, laissant place à une sérénité que je pensais avoir perdue dans les flammes de ma vieille maison. L'argent et la vengeance m'avaient rendu ma dignité, mais c'était cet air pur et cette présence tranquille qui me rendaient ma vie. Je n'ai pas gardé la fortune de Benoît pour mon propre luxe. Avec son aide, j'ai créé une fondation pour aider ceux qui, comme moi, ont tout perdu en une nuit. Nous avons déjà commencé à reconstruire 3 maisons dans ma région natale pour des familles qui n'avaient aucune assurance. Chaque fois que je signe un document pour débloquer des fonds, je repense aux 2 billets de 100 € de Clémence. Cette petite liasse d'insultes est devenue le moteur d'une générosité immense. Je ne voulais pas que ma souffrance soit vaine. Je voulais que chaque brique posée sur ces nouveaux chantiers soit une preuve que la bonté peut renaître des cendres si on lui en donne les moyens. Un soir, alors que nous rentrions vers la maison de Maître Benoît, m'a tendu une petite boîte en bois d'olivier. « Ouvre-la », dit-il en s'asseyant près de la cheminée. À l'intérieur se trouvait une photographie et un acte officiel. Il venait de racheter le terrain de l'ancienne école de mon village, celle où j'avais enseigné pendant 35 ans et qui tombait en ruine depuis ma retraite. Il l'avait fait entièrement restaurer. Sur la façade, une plaque de cuivre portait désormais mon nom. L'école primaire Simone est officiellement ouverte pour la rentrée prochaine, annonça-t-il avec une fierté de petit garçon. C'était le plus beau cadeau qu'il puisse me faire. Rendre le savoir aux enfants, là où mon fils l'avait oublié. Avant de m'endormir, j'ai pris une dernière fois la plume pour écrire à Bastien. Je savais qu'il survivait tant bien que mal travaillant désormais, comme simple employé dans une petite agence de province. Je ne lui ai pas envoyé d'argent car l'argent était ce qui l'avait corrompu. Je lui ai écrit ces quelques mots. « Mon fils, je te pardonne, car garder la haine en moi serait te laisser gagner une seconde fois. Mais je ne peux plus être la mère qui se cache pour ton confort. Le temps m'a rendu ce que tu m'as volé. Et aujourd'hui, j'appartiens à ceux qui savent t'aimer sans compter. Apprends à marcher seul, Bastien. Et peut-être qu'un jour, tu comprendras que la vraie richesse
ne se trouve pas dans un contrat, mais dans la main que l'on tend à ceux qui tombent. J'ai sorti la vieille montre de poche en argent de mon sac. Le mécanisme tournait avec une régularité parfaite, un tic-tac rassurant qui semblait battre à l'unisson de mon propre cœur. Pendant 40 ans, cette montre avait attendu son heure dans l'obscurité d'un tiroir, puis dans les poches d'un manteau brûlé. Aujourd'hui, elle brillait sous la lumière de la lune bordelaise. Le temps avait fini par faire son œuvre, rendant justice à la vieille institutrice et offrant une seconde chance à l'homme qui l'avait aimée en secret. Le cercle était enfin refermé. Je suis sortie sur la terrasse pour regarder le soleil disparaître derrière l'horizon, embrasant les vignes d'un dernier éclat pourpre. La vie est parfois cruelle. Elle nous enlève tout pour voir ce qu'il reste de nous quand nous n'avons plus rien. Mais elle sait aussi nous récompenser au-delà de nos espérances, si nous gardons notre honneur intact. Je me suis assise dans mon fauteuil, respirant l'air frais du soir enfin en paix, avec moi-même et avec le monde. Si c'était vous, si vous aviez été jeté à la rue par votre propre enfant lors d'une nuit de pluie glaciale, auriez-vous trouvé la force de lui pardonner après avoir retrouvé la gloire? Est-ce que le sang mérite que l'on oublie l'humiliation? Ou est-ce que certaines portes doivent rester fermées pour toujours, afin de protéger notre propre lumière? N'hésitez pas à partager votre sentiment en commentaire et à nous suivre pour découvrir d'autres récits où la justice finit toujours par triompher.